Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Camille Godot reçoit Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, une association qui fédère de nombreux acteurs et dont l'objet est d'œuvrer à la promotion de la santé mentale pour tous et à tous les âges, de favoriser une meilleure connaissance sur la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques. Ensemble, elles abordent la question de la promotion de la santé mentale, un enjeu reconnu, grande cause nationale pour l'année 2025. Angèle, bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans notre podcast Decade for Change. Tu es une invitée un peu spéciale pour moi, puisque nous sommes connus il y a plusieurs années maintenant à l'Institut Montaigne. Tu étais déjà à l'époque passionnée par les questions de santé en général, puis au fur et à mesure, tu as affiné ton sujet pour aller sur les questions de santé mentale. Peux-tu nous expliquer d'où vient cet intérêt sincère et profond pour ce sujet ? Merci beaucoup et merci beaucoup d'aborder ce sujet-là, Camille. En effet, moi, ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille sur ces questions de santé mentale. Ça a démarré par une rencontre avec une psychiatre qui m'a présenté en fait les questions de santé mentale et de psychiatrie à un moment où moi j'avais dans ma famille un cousin qui était dans une situation assez compliquée au niveau de sa santé mentale avec des troubles psy qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer et du coup ça a fait écho en moi et je me suis intéressée au sujet et là j'ai réalisé à quel point le sujet était massif et surtout était très tabou et honteux. Et donc, j'ai voulu travailler, creuser les choses et voir comment on pouvait améliorer cette situation. Parfait, merci beaucoup Angèle. Et avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet avec des questions un peu plus approfondies, en introduction, j'aimerais peut-être qu'on revienne pour les gens qui nous écoutent sur c'est quoi la santé mentale, vraiment, de quoi on parle ? Quel est le périmètre finalement ? C'est une très bonne question. En fait, on a avant tout, la santé mentale, c'est la santé. Donc, ça fait partie de notre santé. On a trop souvent tendance à distinguer santé mentale et santé physique. En réalité, c'est un tout. Et moi, j'aime bien la définition de l'Organisation mondiale de la santé, alors qui peut paraître un peu mégalo parce qu'elle est très large, mais elle vous dit la santé mentale, c'est vraiment cet état de bien-être qui va vous permettre de réaliser votre potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie. Et puis, ils ajoutent aussi, ça permet de participer à la communauté et de travailler de façon productive. Donc ça, c'est une bonne santé mentale. Et derrière, dans la santé, il y a les maladies. Et dans la santé mentale, il y a les maladies psychiatriques. Et ça touche chaque année une personne sur 5. C'est-à-dire qu'on a 13 millions de Français qui sont touchés par des dépressions, des troubles anxieux, des troubles schizophréniques et dont on parle malheureusement très peu. Alors, tu es aujourd'hui la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, une association qui fédère de nombreux acteurs et dont l'objet est d'œuvrer à la promotion de la santé mentale pour tous et à tous les âges. Et puis, surtout, une association qui cherche à faire de la santé mentale la grande cause nationale. Donc, peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire concrètement que d'être la grande cause nationale ? Tout à fait, la grande cause nationale. Alors cette idée, elle est venue de mon parcours aussi, donc à l'Institut Montaigne où j'ai beaucoup travaillé sur les politiques publiques. Je suis partie aux États-Unis. Après, j'ai travaillé donc au cabinet du ministre de la Santé et je me rendais compte que cette thématique-là, elle était très cloisonné sur la psychiatrie et les troubles psychiatriques. Alors qu'en réalité, ce que j'avais pu voir à l'étranger et ce que j'ai aussi perçu à travers mes différentes discussions avec les interlocuteurs, c'est que c'est un sujet qui impacte l'éducation, qui impacte l'université, qui impacte le monde du travail, les collectivités locales, et qu'en réalité, ça a une dimension très sociétale. Et la grande cause nationale, c'est un peu cette idée-là, c'est de dire on va mettre en lumière un sujet, une priorité au niveau national. Donc, avec tout un collectif d'acteurs que j'anime, qui sont des acteurs à la fois de la prévention, de l'information, du soin, de la recherche, de la communication autour de la santé mentale. Tous ces acteurs-là, c'est près de 3000 organisations aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, on se mobilise pour en faire une grande cause nationale, c'est-à-dire obtenir ce fameux label que le gouvernement décerne depuis la fin des années 70 à des causes. Donc il y a eu le cancer, la sécurité routière, les violences faites aux femmes, Alzheimer, l'autisme, donc souvent dans le champ de la santé, mais pas que. Et ça va permettre en fait de diffuser auprès du grand public des campagnes d'information, de sensibilisation et d'embarquer surtout toute la société sur un sujet qui va concerner tout un chacun, à la fois individuellement, mais aussi dans sa dimension collective.
Alors, il y a maintenant 2 mois, après avoir travaillé pendant plus d'1 an et demi avec tout un collectif d'acteurs, d'associations motivés par cette question, vous obtenez enfin le Graal, finalement. Donc, vous êtes reconnu santé mentale, la grande cause nationale 2025, mais la censure de ce gouvernement est arrivée. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Alors concrètement, c'est un sujet qui est très transpartisan. Je crois que la santé mentale, c'est vraiment pas un sujet qui est politisé. C'est au contraire un sujet qu'on reconnaît tous. Je pense que la société civile est très mobilisée. Moi, j'en ai tous les jours énormément de preuves puisque l'annonce de cette grande cause nationale, on l'a vraiment perçue avec beaucoup de joie et ça a mobilisé beaucoup d'acteurs qui ont envie de faire des événements, de lancer des programmes, de former les gens, de se sensibiliser, de mieux comprendre le sujet. Donc tous ces acteurs-là sont mobilisés. Il n'y a pas de remise en cause de la grande cause nationale. Au contraire, elle est là et je pense que ça peut être un sujet qui nous tire tous vers le haut. Donc là, on continue à se mobiliser très fortement pour bâtir le calendrier d'action de 2025 et surtout la suite, parce que la grande cause nationale, c'est 1 an. Mais en réalité, ce sujet-là, il était déjà là et il sera là bien après 2025. Tu as commencé à nous partager un peu une feuille de route en nous disant qu'en 2025, ça allait être chargé. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est du coup, quel est le programme ? Une fois qu'on est grande cause, qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi vous êtes en train de travailler les uns avec les autres ? Et sur quoi vous allez commencer à avancer, surtout en début d'année ? Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance d'être nommée personnalité qualifiée pour accompagner le gouvernement avec 2 autres personnes, donc qui sont le professeur Michel Lejoyeux et Daniel Fasquelle, qui est le maire du Touquet. On est tous les 3 en charge, en fait, d'accompagner cette grande cause nationale. Et l'idée de cette année dédiée à la santé mentale, c'est de pouvoir quelque part mener à la fois des actions de prévention, information, sensibilisation. Le but, c'est que tout le monde sache de quoi on parle quand on parle de santé mentale, que tout le monde soit informé, qu'on lève le tabou et qu'on libère la parole sur le sujet. Et puis également de mener un plan, une idée de feuille de route un peu interministérielle dans lequel chaque politique publique puisse se positionner sur le sujet de la santé mentale et faire bouger les lignes. Et puis évidemment, l'enjeu derrière tout ça, c'est que les personnes concernées aient accès aux soins plus vite, qu'on puisse avoir tous une réponse quand on en a besoin. Aujourd'hui, c'est pas le cas. 50% des gens avec des troubles psychiques ne sont pas pris en charge et on sait qu'il y a une souffrance mentale chez les jeunes, mais pas que, qui est extrêmement forte et la situation a plutôt tendance à se dégrader. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir sur toute la population, sur les politiques publiques et de faire en sorte qu'il y ait un grand mouvement de transformation à la fois des regards, mais aussi des politiques sur ce sujet qui est si important. Tu as travaillé aux États-Unis en 2018, où tu es parti faire un fellowship pour regarder un petit peu comment ça se passait de l'autre côté de l'Atlantique sur la question de la santé mentale. Qu'est-ce que tu as rapporté avec toi ? Qu'est-ce que tu as pu observer que nous n'avons pas ici en Europe ou en France ? Alors, un de mes points, quand je suis partie aux États-Unis, c'était de me dire, mais en fait, c'est fou parce qu'en France, on entre en psychiatrie, comme on dit, par les urgences. Parce que très souvent, on est mal pris en charge, il n'y a pas de parcours. C'est le parcours du combattant pour trouver par qui on doit être soigné ou en tout cas, quelles sont les solutions qui peuvent exister. Et les gens arrivent souvent à des situations où ils vont arriver aux urgences psychiatriques. Donc ça, je me dis, c'est pas possible, il faut que je vois ce qui peut être fait en première ligne. Donc j'arrive aux États-Unis, je mène une recherche sur cet enjeu de la première ligne, des premiers recours, la médecine générale. Et on en parlera peut-être plus tard parce que c'est vraiment un sujet sur lequel la France est en train d'avancer et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et dans mes recherches, j'ai discuté avec plein de gens et c'est vrai que j'avais vu que le regard porté sur les troubles psy était très différent. La pop culture était quand même très allante, il y avait plein de séries sur le sujet, des stars qui sortaient sur leurs troubles psy, donc le discours était beaucoup plus ouvert et je raconte souvent cette anecdote. Moi j'étais à Harvard Medical School, donc avec des gens qui étaient plutôt intellectuellement très, très forts. Je discute avec mon collègue et puis je lui dis ce soir on va prendre un verre, tu viens avec nous. Et il me dit non parce que moi comme je suis bipolaire, le soir je peux pas trop sortir, faut que je fasse attention à mon rythme. Je suis restée un peu interdite en me disant il me dit ça comme ça, enfin on n'est pas non plus hyper proches, etc. Et c'est intéressant parce qu'en fait ça montre que finalement il me le disait comme il m'aurait dit je me suis foulé la cheville, enfin voilà, et j'ai une problématique et j'adapte du coup mon rythme de travail, mon rythme de vie, et c'était hyper démocratisé, très facile d'accès, et je me suis dit il y a un truc à faire, et j'ai réalisé qu'il y avait eu plein de campagne en fait d'information et que finalement la population avait énormément avancé sur le sujet, là où en France on était encore hyper bloqué à considérer que c'est un sujet intime, tabou, honteux, surtout on n'en parle pas, et en plus si je dis ça on va croire que je suis violent, que je suis dangereux et tout ça. Donc vraiment ça m'a fait une espèce de déclic où je me suis dit il faut absolument que je vois comment en France on peut essayer d'amener la société à changer ce regard-là.
Et c'est vrai que le Covid a fait beaucoup avancer les choses en France, mais il y a beaucoup d'autres pays anglo-saxons, les Anglais c'est pareil, les Canadiens, les Australiens, les tout premiers c'était les Néo-Zélandais fin des années 90. Donc en réalité ce sujet-là avait déjà énormément avancé dans plein de pays, et là je pense que la France depuis malheureusement ce qui s'est passé avec le confinement, et notamment chez les jeunes, a beaucoup avancé, et donc on va probablement dans cette direction d'un sujet beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus facile à aborder. Il y a beaucoup quand même d'initiatives en France qui sont intéressantes. Tu en parles souvent, beaucoup qui mériteraient d'être dans la lumière. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'entendre un peu sur celle dont tu as l'initiative, qui est donc Sésame, que tu as fondée à ton retour des États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste vraiment cette association et pourquoi, en fait, comment tu as réussi à lancer cette initiative qui aujourd'hui a pris une ampleur assez importante? Oui, tout à fait. C'est cette question-là. Alors, la vision que je peux apporter, moi, sur cette question de la santé mentale, c'est que déjà, donc on a tous une santé mentale, donc 100% de la population doit être informée là-dessus, pouvoir faire de la prévention, pouvoir faire de l'information, pouvoir en parler facilement. Ça, c'est un enjeu pour 100% de la population. Ensuite, c'est 20% des personnes qui, chaque année, sont confrontées à un trouble psy. Comment on les prend en charge? Et donc là, l'idée derrière, c'est vraiment cette gradation, et c'est de se dire, 80% des personnes, la première personne qu'ils vont voir quand ils se sentent pas bien, qu'ils dorment pas bien, qu'ils ont la boule au ventre, qu'ils se sentent anxieux, c'est leur médecin généraliste. Le médecin généraliste, aujourd'hui, il n'a pas le temps. Il est très peu connecté à la psychiatrie. Il a une formation qui est assez légère, pour ne pas dire plus sur le sujet. Et donc, en réalité, la prise en charge n'est pas très bonne à ce niveau-là. Et c'est très dommage. Et donc, l'idée de Sésame, c'est de se dire, on va équiper le médecin généraliste, parce que c'est lui aussi qui fait 90% des prescriptions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Et on sait qu'en France, on en consomme énormément. Et ces prescriptions ne sont pas toujours très adaptées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que le médecin généraliste puisse mieux bosser? On l'équipe, on met à ses côtés une infirmière qui va faire ce qu'on appelle du care management. Elle va regarder les cas, elle va passer du temps avec les personnes qui ont des troubles, elle va les connecter avec la psychiatrie. On a un logiciel aussi dédié qui nous permet d'identifier les signaux faibles et de pouvoir bien surveiller. Et ça marche hyper bien. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vu aux États-Unis, qui s'est développé dans beaucoup de pays, qui a été très évalué. Donc, on sait que ça marche, que c'est très efficace sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les addictions, c'est-à-dire la grosse majorité des troubles psy. Et ça permet vraiment à la fois d'aider le médecin généraliste dans sa pratique, de répondre aux besoins des patients très vite, de permettre une gradation aussi, donc voilà, le bon soin au bon moment avec la bonne personne, et c'est aussi beaucoup moins stigmatisé, on va dire, de voir un médecin généraliste et une infirmière que d'aller en psychiatrie. Pour beaucoup de gens, c'est très compliqué d'aller voir un psychiatre et même d'aller voir un psychologue. Peut-être 2 questions pour finir ce podcast avec toi, Angèle. 2 questions qui sont plutôt en lien avec le monde de l'entreprise. Notre audience, évidemment, comme tu le sais ici, c'est plutôt des chefs d'entreprise, des directeurs financiers, des DRH, des directeurs de la communication, des directeurs RSE. J'ai pu lire en préparant ce podcast que près de la moitié des salariés français se disent en détresse psychologique et que le trouble de santé mentale est sans doute la première cause d'arrêt de travail de longue durée. Alors, comment faire émerger ce sujet, le rendre moins tabou en entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation concrète aux chefs d'entreprise pour faire bouger les lignes? C'est un sujet extrêmement important, la santé mentale en entreprise. Déjà, peut-être pour donner une donnée un peu économique, puisque les décideurs économiques écoutent ce podcast, c'est vrai que l'idée, c'est que chaque année, les troubles psychiques, ça représente 160 milliards d'euros. Donc, c'est 2 fois les recettes de l'impôt sur le revenu, quasiment. Et ça, c'est les arrêts maladie dont tu parlais, la prise en charge par la Sécu, c'est le premier poste de dépense de la sécurité sociale. C'est aussi toute la perte de qualité de vie et perte de productivité. Tout ça représente chaque année 160 milliards d'euros. Donc, on voit bien qu'on a un vrai sujet budgétaire et Dieu sait que c'est important en ce moment. Donc, il faut absolument prendre ce sujet à la hauteur aussi de ce qu'il implique en termes collectifs pour l'ensemble de la société. Les entreprises et le monde économique a vraiment un rôle à jouer important. Dans les collectifs d'entreprises, tu le disais, les gens ne se sentent pas forcément très bien. Il y a une souffrance mentale qui est liée à plein de facteurs personnels, à l'évolution de la société, à l'incertitude. Enfin, tous ces facteurs-là font que notamment les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais pas que, se sentent pas forcément très bien. Et là, qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Elle peut considérer que c'est un sujet personnel, intime et qu'elle n'a pas à s'en mêler. Elle peut aussi se dire, en réalité, ce sujet-là, il est tellement important pour l'attractivité de mon entreprise, pour la productivité, qu'il faut que je fasse des choses. Et là-dessus, je dirais qu'il y a vraiment trois grands axes. Le premier axe, c'est accepter d'en parler, déjà. Basiquement, c'est de se dire, bon, ok, l'entreprise est un lieu où on a le droit de parler de ça. Pas forcément de dire, voilà, j'ai des troubles bipolaires, mais comme je le disais tout à l'heure, mais par
contre, de dire, voilà, j'ai une maladie qui fait que j'ai du mal à travailler le soir, je suis plus concentrée à tel moment, j'ai besoin parfois de prendre un jour off, etc. Donc, être capable de parler de ça, parce que c'est invisible, hein, comme beaucoup de handicaps invisibles, les troubles psy peuvent générer des situations où il faut s'adapter un peu. Donc, en parler. Ensuite, mener des actions de prévention, à la fois individuelles, mais aussi collectives. Le collectif peut s'emparer de ça. Il y a tout plein d'actions qui peuvent être mises en place au niveau du management, des horaires de travail, d'adaptation aussi, du travail pour prendre en compte ce sujet-là et faire de l'entreprise un lieu où on est bien, où la santé mentale en fait est mise en avant et qu'on a des actions de prévention. Et puis le troisième sujet qui est celui de l'intégration des personnes avec des troubles psy, où là on va être vraiment sur des politiques très particulières d'inclusion, d'adaptation des postes, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment ces trois niveaux et c'est un peu à tiroir, il faut y aller je pense progressivement, mais c'est un sujet vraiment très important et l'idée qu'aujourd'hui le monde du travail s'empare de plus en plus de la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez réjouissant parce qu'il y a un potentiel énorme d'évolution et de meilleure prévention et compréhension du sujet si le monde économique s'y met. Merci beaucoup Angèle. Merci.